Il y a des moments dans la vie où le passé ne se contente pas de frapper à votre porte. Il la défonce à coups de pied, réduit le chambranle en éclats et entre, bottes couvertes de sang et de poussière. Ceci est l'histoire d'un de ces moments, celle d'un homme qui pensait pouvoir distancer ses démons et du jour où un simple murmure a transformé la peur en une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Le matin s'est levé sur la crête des frênes comme une promesse que personne n'avait sollicitée. La ville avait connu des jours meilleurs, des décennies entières, en fait. Ce qui avait été autrefois une communauté florissante de mineurs et de marchands s'était ratatiné en un ensemble de bâtiments usés par le temps, de peintures décolorées par le soleil et de rêves laissés à pourrir dans la chaleur du désert. La rue principale, si on pouvait encore l'appeler ainsi, s'étendait comme l'épine dorsale de quelque chose de mort depuis longtemps, avec des devantures de magasins en ruine de chaque côté, dressées comme des pierres tombales à des ambitions qui s'étaient asséchées en même temps que les puits. À l'extrémité de cette étendue d'asphalte oubliée se trouvait un débit de boissons que les habitants connaissaient simplement sous le nom de « le clou de fer ». Il n'avait rien d'attirant. Un bâtiment trapu, avec des murs couleur rouille, et une porte qui pendait légèrement de travers sur ses gonds. À l'intérieur, l'air sentait toujours la bière éventée, la fumée de cigarettes qui s'était imprégnée dans le bois au fil des ans, et quelque chose d'autre, quelque chose comme la résignation, comme l'expiration collective de personnes qui avaient cessé de lutter contre le cours de leurs circonstances. Le clou de fer avait été témoin de sa part de violence. Les bagarres de bar étaient aussi fréquentes que le lever du soleil. Des bris de verre jonchaient le parking avec une telle régularité que le propriétaire avait cessé de se donner la peine de les balayer. Il y avait eu des coups de couteau, des passages à tabac, et un incident mémorable impliquant une camionnette et le mur près des toilettes qui portaient encore les cicatrices. Mais malgré toute son histoire tumultueuse, malgré tout le sang qui avait été versé sur ses planchers collants, rien n'avait préparé la ville à ce qui allait se dérouler ce matin-là. Le son est parvenu à la crête des frênes avant les motards, un grondement profond et guttural qui semblait faire vibrer le sol même. 5 motos, chacune personnalisée avec du chrome et de la menace, ont rugi dans la rue déserte comme des annonciateurs du chaos. Les motards portaient du cuir qui brillait dans la lumière matinale, leurs gilets décorés d'écussons qui racontaient des histoires de violence, de territoire et d'un mépris total pour quiconque ne faisait pas partie de leur fraternité. Ils se déplaçaient en meute, des prédateurs à l'aise dans leur domination. Le motard de tête, une montagne d'hommes avec des bras aussi épais que des poteaux de clôture et une barbe qui lui descendait à mi-poitrine, a levé le poing en l'air alors qu'ils approchaient du clou de fer. Les autres ont répondu par des hurlements et des moteurs rugissants, annonçant leur arrivée comme des conquérants entrant dans une ville vaincue. Lorsqu'ils ont mis pied à terre, leurs bottes ont heurté le trottoir avec une force délibérée. Chaque pas était une déclaration. Chaque mouvement chorégraphié pour intimider. Le chef, dont le nom de route était « Lame de rasoir », un surnom qu'il avait gagné après une rencontre particulièrement brutale avec un club rival, a étiré son corps massif et a fait craquer son cou avec un bruit de bois qui se brise. Ses yeux, petits et cruels sous d'épais sourcils, ont balayé la rue avec mépris. « Cette putain de ville est à nous », a-t-il dit à personne en particulier, sa voix rauque à cause des années passées à crier par-dessus le bruit du moteur et le vent. Il n'y a personne ici avec le courage de nous dire le contraire. Ses compagnons ont ri, ce son aigu et cassant que font les brutes quand elles savent qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y avait Serpent, mince et nerveux avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du cuir. Taureau, bien nommé pour son volume et l'anneau dans son nez. Vipère, dont les yeux ne semblaient jamais cligner. Et Jax, le plus jeune du groupe, désireux de faire ses preuves par la violence. Il terrorisait la crête des frênes depuis des mois maintenant, se pointant quand il voulait, prenant ce qu'il voulait, laissant le chaos dans leur sillage. Le shérif local avait tenté d'intervenir une fois et s'était retrouvé à l'hôpital avec des côtes cassées.
Après cela, la loi avait décidé que la discrétion était la meilleure partie de la bravoure. Les habitants avaient appris à se faire rares quand ils entendaient ces moteurs approcher. À l'intérieur du clou de fer, la matinée avait été calme. Quelques habitués sirotaient des boissons qui avaient plus à voir avec l'habitude qu'avec le plaisir. La barmaid, une femme nommée Rita, qui avait hérité de l'endroit de son père et de son père avant lui, essuyait les verres avec une précision mécanique, ses mouvements rodés par des décennies de la même routine. Dans le box du coin, partiellement caché dans l'ombre que le soleil du matin ne pouvait pas tout à fait pénétrer, était assis un homme qui existait dans l'espace entre la présence et l'absence. Son nom était Jean Dupont, bien qu'il ne l'ait pas utilisé depuis si longtemps que parfois, il l'oubliait presque lui-même. Pour la poignée de personnes de la crête des frênes qui l'avaient remarqué, il était simplement ce type, ou l'étranger, ou parfois, quand Rita se sentait particulièrement généreuse, Jeannot. L'apparence de Jean était délibérément banale. Il portait un vieux jean délavé qui avait connu des jours meilleurs, une chemise de travail bleue à boutons pression et des bottes éraflées mais robustes. Son visage était buriné d'une manière qui rendait difficile de deviner son âge. Il aurait pu avoir 40 ou 60 ans selon la lumière. Ses cheveux, plus sel que poivre, étaient coupés courts façon militaire. Ses mains, enroulées autour d'une tasse de café refroidie depuis des heures, étaient calleuses et cicatrisées d'une manière qui racontait des histoires qu'il ne prononcerait jamais à voix haute. Ses mains avaient tenu des armes, avaient fouillé des décombres à la recherche de survivants, s'étaient pressées contre des blessures en essayant d'empêcher la vie de s'échapper dans un sol étranger. Elles avaient tremblé de rage, de peur, avec le genre d'épuisement que le sommeil ne pouvait jamais guérir. Maintenant, elle tenait du café et restait stable, une discipline acquise au fil des années à apprendre à contrôler tout ce que le monde avait essayé de briser en lui. Jean était arrivé à la crête des frênes 3 mois plus tôt, conduisant un vieux camion Ford déglingué qui était plus vieux que la plupart des mariages. Il n'avait aucune explication quant à la raison pour laquelle il avait choisi cette ville mourante en particulier, et personne ne l'avait demandé. Il louait une chambre au-dessus de la quincaillerie, payait son loyer à temps, restait à l'écart. Il ne causait pas de problème, n'engageait pas de conversation, ne fournissait pas d'informations sur d'où il venait ou ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais certaines choses ne pouvaient pas être cachées, pas complètement. La façon dont il se déplaçait dans l'espace, avec une économie de mouvement qui parlait d'entraînement. La façon dont ses yeux suivaient constamment les sorties et les menaces, même dans les situations les plus bénignes. La façon dont il se positionnait dans n'importe quelle pièce avec le dos au mur et des lignes de visée claires. Les anciens combattants reconnaissaient les autres anciens combattants, même lorsqu'ils essayaient tous les deux de disparaître. Jean essayait de disparaître depuis 2 ans maintenant, depuis qu'il avait quitté une vie qui avait consumé la meilleure partie de 3 décennies. Il avait servi dans des conflits dont le public connaissait les noms et dans des opérations qui ne seraient jamais déclassifiées. Il avait fait partie des forces spéciales, le genre de soldats qui opéraient dans les espaces entre la guerre officielle et le déni plausible. Il avait fait des choses qui protégeaient les autres, des choses qui hantaient ses rêves, des choses qui avaient enlevé des morceaux de son humanité comme un sculpteur enlevant l'excès de pierre. Quand il était finalement parti, quand l'armée n'avait plus besoin d'un homme dont les démons commençaient à faire trembler ses mains et à rendre son jugement discutable, Jean avait dérivé. Il avait essayé de rentrer chez lui, mais la maison n'existait plus, ni le lieu physique qui avait changé au-delà de toute reconnaissance, ni l'espace émotionnel, car l'homme qui était parti n'était pas le même que celui qui était revenu. Son mariage avait pris fin des années avant la signature des papiers de divorce. Ses enfants étaient des étrangers qui le regardaient avec un mélange de pitié et d'inconfort. Alors, il avait dérivé, de ville en ville, d'emploi en emploi, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. La paix, peut-être. L'oubli, certainement.
Un endroit où le poids de ce qu'il avait fait et vu pourrait enfin s'alléger de ses épaules. La crête des frênes n'était pas cet endroit. Aucun endroit ne l'était, mais c'était calme. Et pour un homme dont la vie avait été définie par le bruit et le chaos, le calme était quelque chose. La porte du clou de fer a explosé vers l'intérieur avec une force suffisante pour fissurer le cadre. Les motards sont entrés comme un système orageux, tout en énergie, en agressivité et en violence à peine contenue. Ils se sont immédiatement dispersés, revendiquant l'espace, leurs voix s'élevant pour remplir tous les coins de la pièce. « Barman !» a hurlé l'âme de rasoir, frappant sa paume sur le comptoir avec une force suffisante pour faire trembler les bouteilles. « Du whisky, pour tout le monde, et continuez à en faire venir. » La mâchoire de Rita s'est serrée, mais elle a pris les bouteilles. Elle savait qu'il valait mieux ne pas refuser. Le dernier barman qui avait essayé de leur couper la bière avait eu besoin de soins dentaires par la suite. Les motards ont pris le contrôle de l'établissement comme une force d'occupation. Serpent a poussé une table de côté pour faire de la place en voyant la bière d'un client s'écraser sur le sol. Taureau a attrapé Rita brutalement par le bras quand elle a apporté les boissons, faisant un commentaire grossier qui a provoqué les rires rauques des autres. Vipère a posé ses bottes sur une chaise, enfonçant la saleté dans le rembourrage. Jax, désireux d'impressionner, a balayé un rayon de son bras, envoyant des bibelots et des décorations s'écraser sur le sol. « C'est notre ville !» a annoncé l'âme de rasoir à la pièce, bien qu'il n'y ait qu'une poignée de personnes présentes pour l'entendre. « Notre bar ! Nos règles ! Quelqu'un a un problème avec ça ?» Le silence lui a répondu, le genre de silence qui vient de la peur plutôt que de l'accord. Les habitués ont fixé leur boisson, se faisant petits, espérant éviter la tension. Mais ensuite, le regard de l'âme de rasoir a balayé la pièce et s'est arrêté sur le box du coin, sur la silhouette solitaire qui n'avait pas bougé, n'avait pas réagi, n'avait même pas montré la moindre reconnaissance de leur entrée. Quelque chose dans cette immobilité, dans cette absence totale de réaction, semblait l'irriter d'une manière que la résistance ne pourrait jamais le faire. « Hé !» a dit l'âme de rasoir, sa voix tombant à quelque chose de dangereux alors qu'il faisait un pas vers Jean. « Hé, le vieux, t'es sourd ou juste con ?» Les autres motards se sont retournés, sentant le divertissement. Ils ont commencé à se diriger vers le box du coin, formant un demi-cercle de cuir et de malice. Jean n'a pas levé les yeux. Ses doigts sont restés enroulés autour de sa tasse de café, son regard fixé sur le liquide noir, comme s'il contenait des réponses à des questions qu'il avait cessé de poser. « Je te parle », a dit l'âme de rasoir, plus fort maintenant, réduisant la distance. Il a tendu la main et a frappé la table de Jean assez fort pour faire éclabousser le café. « Quand on entre ici, tu montres du respect. Tu te lèves, tu reconnais, tu te fais rare. Tu me comprends ?» Pourtant, Jean n'a pas répondu. Sa respiration est restée régulière, sa posture inchangée. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à de la peur, comme un homme figé de terreur. Mais ceux qui savaient vraiment, auraient reconnu autre chose entièrement. Le calme avant la violence, l'immobilité d'un prédateur décidant si une proie vaut l'énergie. « Je pense qu'il est peut-être simple d'esprit, » a dit Serpent avec un sourire méchant, se déplaçant à la gauche de Jean. « Peut-être qu'on doit expliquer les choses très clairement. » Taureau a fait craquer ses jointures, se déplaçant vers la droite. « Je peux être très clair. » Vipère s'est appuyé contre le box, ses yeux qui ne clignaient pas étudiant Jean comme une curiosité. Jamais vu quelqu'un d'aussi désireux de se faire mal. Jax, essayant de faire ses preuves, a tendu la main et a tapoté l'oreille de Jean. Un geste enfantin qui parlait de l'inexpérience du jeune homme avec la vraie violence. « Réveille-toi, papy. Il est temps d'y aller. » Les motards ont ri. Ce sont laids d'hommes qui n'avaient jamais rencontré de résistance significative. Ils avaient brisé des gens auparavant, physiquement, psychologiquement, et ils s'attendaient à ce que ce soit pareil. Un autre inconnu dans une ville pleine d'inconnus, quelqu'un à humilier pour le sport et à oublier au coucher du soleil.
Lame de rasoir s'est penché, mettant son visage près de celui de Jean, son haleine sentant le tabac et le whisky de la veille. « Dernière chance, le vieux. Tu te lèves et tu sors d'ici, peut-être que je te laisse garder tes dents. Tu me fais travailler pour ça et je vais apprécier. » C'est alors que Jean a finalement bougé. Pas soudainement, pas avec la violence explosive qu'ils auraient pu attendre. Lentement, délibérément, il a levé les yeux de son café pour croiser le regard de Lame de rasoir. Et à ce moment-là, quelque chose a changé dans l'atmosphère de la pièce. Les yeux de Jean étaient gris, la couleur du métal à canon, et ils avaient une profondeur qui a fait vaciller la fanfaronnade de Lame de rasoir. Ce n'étaient pas les yeux d'une victime. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait regardé dans des ténèbres bien plus profondes que tout ce que ces voyous de petite ville pouvaient imaginer. Des yeux qui avaient vu des choses qui briseraient les esprits. Des yeux qui avaient calculé la distance, la trajectoire, les zones de tir. Des yeux qui appartenaient à quelqu'un qui avait distribué la mort avec la même compétence routinière que d'autres apportaient à la paperasserie. « Vous devriez partir », a dit Jean tranquillement. Sa voix était calme, presque douce, ce qui rendait en quelque sorte les mots plus glaçants. « Vous tous ?» Tout de suite. Les motards l'ont regardé avec incrédulité, puis ont éclaté de rire. L'absurdité de cet homme solitaire et banal leur disant de partir était trop forte. « Oh, c'est riche !» a hurlé Serpent. « Vous avez entendu ça, les gars? Il nous donne des ordres !»« Je pense qu'il est confus sur la façon dont ça marche », a ajouté Taureau, fléchissant ses muscles considérables. Mais Lame de rasoir ne riait plus. Quelque chose dans le ton de Jean, dans son absence totale de peur, avait déclenché un instinct que tous les hommes violents possèdent. La capacité de reconnaître quand ils pourraient s'être trompés dans leurs calculs. Il s'est redressé légèrement, ses yeux se rétrécissant. « T'as envie de mourir, le vieux ?» a-t-il demandé. Jean a pris une lente inspiration, puis s'est penché légèrement en avant. Ses lèvres ont à peine bougé lorsqu'il a parlé, et ses mots étaient si silencieux que seule Lame de rasoir pouvait les entendre. 3 mots, peut-être 4. Un murmure qui portait plus de poids que n'importe quel cri. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Le visage de Lame de rasoir, déjà buriné et dur, est devenu pâle. Pas seulement pâle, cendré, comme si chaque goutte de sang avait soudainement évacué ses traits. Ses yeux se sont écarquillés, ses pupilles se dilatant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte comme un poisson se noyant dans l'air. Ses mains, qui avaient été serrées en poing, ont commencé à trembler. « Qu'est-ce que t'as dit ?» a chuchoté Lame de rasoir, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Jean ne s'est pas répété. Il a simplement maintenu le regard de Lame de rasoir, stable et implacable, et a pris une gorgée de son café froid. Les autres motards l'ont remarqué immédiatement. Le sourire de Serpent s'est estompé. Taureau a fait un pas inconscient en arrière. Le regard perpétuel de Vipère s'est finalement brisé alors qu'il jetait des regards entre Lame de rasoir et Jean, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Même Jax a senti le changement. Sa bravade juvénile s'évaporant comme la rosée du matin. « Chef !» s'est aventuré Serpent. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Lame de rasoir n'a pas répondu, ne pouvait pas répondre. Quels que soient les mots que Jean avait murmurés, ils avaient atteint la partie la plus profonde du passé de Lame de rasoir, et en avaient ressorti quelque chose qu'il avait essayé très fort d'enterrer. Un nom peut-être, un lieu, un événement, un secret que seul quelqu'un qui avait été là pouvait connaître, quelque chose qui a transformé cet étranger tranquille, d'une cible facile, en quelque chose de bien plus dangereux. « Qui êtes-vous » a exigé Lame de rasoir, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'arrogance s'en était échappée, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la peur, ou aurait pu être de la reconnaissance, ou aurait pu être les deux. Jean a posé sa tasse de café avec une précision minutieuse. Il s'est levé lentement, se dépliant du box, avec le genre de mouvement contrôlé qui parlait d'articulation, qui se souvenait encore comment bouger efficacement, malgré des années d'abus. Debout,
Il était plus grand qu'il n'y paraissait assis, et il y avait une qualité enroulée dans son corps qui suggérait que la force n'était pas une question de taille. « Je ne suis personne », a dit Jean tranquillement. « Juste un homme qui veut boire son café en paix. »« Vous n'êtes pas personne », a dit l'âme de rasoir, sa voix rauque. Son esprit était en ébullition, visible dans ses yeux. Des calculs étaient en cours, des souvenirs étaient consultés, des menaces étaient réévaluées. « Vous êtes », mais il n'a pas terminé la phrase, ne pouvait pas la terminer car reconnaître qui il pensait que Jean pourrait être signifierait reconnaître des choses qui n'étaient jamais censées être prononcées à voix haute. Des opérations qui ne se sont officiellement jamais produites, des unités qui n'existaient pas sur le papier, des hommes qui se déplaçaient dans les zones de guerre comme des fantômes, laissant des corps et du silence dans leur sillage. L'impasse s'est prolongée, la tension étant assez épaisse pour s'étouffer. Les quelques autres clients du clou de fer s'étaient figés, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'important même s'ils ne comprenaient pas quoi. La main de Rita s'était déplacée sous le bar, où elle gardait un fusil de chasse, mais elle ne l'a pas sorti. Même elle pouvait sentir que ce n'était pas le genre de situation où les armes aideraient. Finalement, l'âme de rasoir a fait un pas en arrière, puis un autre. Sa fierté était blessée, visible dans la forme de sa mâchoire, le resserrement autour de ses yeux, mais l'instinct de survie a triomphé de l'ego. Il avait vécu aussi longtemps qu'il avait vécu en sachant quand forcer un avantage et quand battre en retraite. « On s'en va », a-t-il dit à son équipe, sa voix rude. « Quoi » a lâché Jax. « Mais on vient juste de... »« J'ai dit qu'on s'en allait », a claqué l'âme de rasoir, son ton ne souffrant aucune discussion. Il s'est retourné vers Jean une dernière fois. « C'est pas fini. » L'expression de Jean n'a pas changé. « Si », a-t-il dit tranquillement, « ça l'est. » Il y avait une finalité dans ces mots, une certitude qui a fait serrer la mâchoire de l'âme de rasoir. Mais il s'est détourné, faisant un geste brusque aux autres. Ils se sont alignés, la confusion écrite sur leurs visages, leur fanfaronnade diminuée. La porte s'est refermée derrière eux avec un doux clic qui a semblé assourdissant dans le silence soudain. Quelques instants plus tard, les moteurs ont rugi à la vie et les 5 motos se sont éloignées du clou de fer, leur départ manquant de l'agression théâtrale de leur arrivée. À l'intérieur, personne n'a bougé pendant un long moment. Puis, lentement, la pièce a recommencé à respirer. Rita a lâché un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Les habitués ont échangé des regards perplexes, essayant de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Jean s'est rassis dans son box comme si de rien n'était. Il a pris son café froid, l'a étudié pendant un moment, puis a attrapé le regard de Rita et a fait un geste avec la tasse. Elle lui a apporté une tasse fraîche sans qu'on le lui demande, la posant avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle demandé tranquillement. Jean l'a regardée et pendant un instant, elle a vu au-delà de l'extérieur tranquille quelque chose de vaste et de sombre en dessous. Puis, c'était parti, caché à nouveau derrière un calme maîtrisé. « Rien d'important, a-t-il dit. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Les mots qui pouvaient faire disparaître la couleur du visage d'un homme violent n'étaient jamais sans importance. C'étaient des armes, guidées avec précision et dévastatrices. Rita a hoché la tête lentement et est retournée à son bar, laissant Jean seul avec son café et ses secrets. Autour de la pièce, des chuchotements ont commencé. Qui était cet homme? Qu'avait-il fait? D'où venait-il? Les questions se sont multipliées, mais personne n'a osé les poser directement. Jean se fichait des questions. Il répondait à des versions de celles-ci, ou refusait de le faire, depuis des années. Il était venu à la crête des frênes pour disparaître, mais disparaître n'était jamais aussi simple qu'il n'y paraissait. Le passé avait une attraction gravitationnelle, et les hommes comme lui laissaient des empreintes qui ne s'effaçaient jamais tout à fait. Il avait reconnu l'âme de rasoir dès que le motard avait parlé, bien que le nom ait été différent à l'époque et que le visage ait porté moins de cicatrices. C'était à Kandahar, lors d'une opération qui ne s'est officiellement jamais produite. L'âme de rasoir
alors connu sous son vrai nom, que Jean ne prononcerait jamais à voix haute, avait été un soutien auxiliaire, un employé local qui avait aidé à coordonner la logistique. Il y avait eu un incident, quelque chose qui avait mal tourné, des civils pris dans des tirs croisés, et par la suite, lame de rasoir avait disparu avant que quiconque ne puisse poser trop de questions. Jean avait été là, avait vu ce qui s'était passé, avait gardé ce souvenir avec d'innombrables autres, rangé dans la partie de son esprit où il gardait toutes les choses qui rendaient le sommeil difficile. Lorsque lame de rasoir s'était penchée, Jean avait simplement chuchoté le nom du village et la date. 4 mots qui portaient le poids de corps enterrés et de questions qui n'ont jamais été officiellement posées. 4 mots qui disaient « Je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait et je me souviens ». Cela avait suffi. Mais Jean savait que c'était un sursis temporaire. Les hommes comme lame de rasoir n'oublient pas l'humiliation. La fierté allait s'envenimer et finalement, la fierté exigerait satisfaction. La confrontation avait été reportée, pas empêchée. La violence allait arriver aussi sûrement que le lever du soleil de demain. Jean a siroté son café frais et a regardé par la fenêtre la rue déserte au-delà. Il avait pensé pouvoir tout laisser derrière lui. La violence, l'hypervigilance, le poids d'être quelqu'un qui savait blesser les gens efficacement. Mais on ne pouvait pas désapprendre ses compétences plus qu'on ne pouvait oublier son propre nom. Elles étaient inscrites dans la mémoire musculaire, gravées dans l'instinct, faisant partie de son ADN maintenant. L'homme tranquille dans le box du coin n'était jamais juste un homme tranquille. C'était une arme chargée, la sécurité engagée, attendant de voir s'il aurait besoin d'être tiré une fois de plus. Dehors, la crête des frênes a continué sa lente décomposition sous le soleil grimpant, ignorant que son petit drame ne faisait que commencer, que des forces avaient été mises en mouvement qui allaient tester la capacité de chacun à la fois pour le courage et la lâcheté. Et quelque part dans le désert au-delà de la ville, 5 motards ont fait demi-tour, leur fierté blessée exigeant du sang. Le visage pâle de leur chef reprenant lentement de la couleur alors que la rage remplaçait le choc. La tempête se préparait. Et Jean Dupont était assis dans son box du coin, buvant du café et attendant, car attendre était quelque chose qu'il avait appris à faire très, très bien.